proposé par Hype FM. Une victoire pour les Arméniens, une victoire pour la mémoire des victimes du génocide arménien. Le Parlement allemand a adopté ce jeudi 2 juin une résolution reconnaissant le génocide des Arméniens et l'implication de l'Allemagne dans les massacres et déportations des Arméniens. Il s'agit d'un événement d'une portée internationale qui a évidemment suscité une vive réaction de la Turquie. Il s'adosse à un texte extrêmement riche, presque 5 pages, que nous allons nous attacher à analyser avec nos invités. Quelles sont les incidences politiques, diplomatiques du vote de cette résolution par l'un des grands pays européens? Les États-Unis et Israël vont-ils lui emboîter le pas? Quelles conséquences sur la loi de pénalisation promise par la France? Et bien d'autres questions que nous aborderons avec nos invités. Arat Touranian, coprésident du CCAF, Raymond Kevorkian, historien, Harut Mardirossian, représentant du CDCA, et nous allons être au téléphone avec Anto Aznavourian, représentant du CDCA d'Allemagne tout à l'heure. Merci de votre présence. C'est un grand jour. Le 2 juin marquera l'histoire de la revendication arménienne, l'histoire de la justice pour le peuple arménien. À la Toranian, le CCAF a sorti un communiqué, mais au nom de la communauté arménienne de France, on veut entendre vos premiers sentiments, vos premières réflexions sur l'importance de cette décision de l'Allemagne. Oui, le CCAF a effectivement sorti un communiqué. L'Allemagne, nous ne sommes pas des représentants de la communauté arménienne d'Allemagne, mais de la communauté arménienne de France. Et nous avons essayé d'être un petit peu en réserve par rapport au processus qui s'est produit au Bundestag, pour la simple raison que nous pensions que l'Allemagne, nous étions quasiment sûrs que l'Allemagne allait effectivement voter cette reconnaissance du génocide. Il y avait un certain nombre d'éléments qui nous garantissaient ce vote, en particulier le fait que il a été dicté par une coalition de l'ensemble des partis allemands, toute la classe politique allemande, et nous voulions sur ce problème laisser l'Allemagne face à elle-même et non pas prendre le risque de transformer ce débat en une guerre entre communautés, un problème turco-arménien, voire une guerre des mémoires. On pensait qu'il fallait passer de la mémoire à l'histoire, et l'Allemagne était dans les meilleures conditions pour le faire. Et ce pays, qui est le seul pays au monde à avoir commis un génocide, avoir demandé pardon aux victimes et avoir demandé pardon à l'humanité, nous pensons que ce pays qui a mis la morale et l'éthique au centre de sa loi fondamentale, au centre de sa constitution de 49, que ce pays, il fallait le laisser faire son chemin et aller à cette reconnaissance qu'il a effectivement réalisée le 2 juin dernier d'une magnifique manière, sans aucune pression, en tous les cas sans aucune pression des communautés arméniennes à travers le monde. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'Allemagne a fait son chemin. Alors évidemment, c'est le résultat de l'ensemble des luttes, des mouvements du peuple arménien qui, de par le monde, depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ont œuvré pour que la cause arménienne soit inscrite à l'ordre du jour de la scène internationale. Donc évidemment, c'est dans ce cadre-là que l'Allemagne a été amenée à faire ce geste qu'on peut estimer bien lointain, et de toute manière ce geste n'efface pas le passé, ce qui a été commis a été commis. Mais néanmoins, ce geste a une incroyable valeur d'exemple, parce que justement l'Allemagne, quand on parle de génocide, elle sait de quoi elle parle, et pour cause. Harut Mardirossian, justement, cette fois-ci, on voit qu'on est dans un pays où il y a une grande communauté d'Allemands d'origine turque, ou de Turcs tout simplement résidant en Allemagne, et contrairement à d'autres cas, ça s'est fait justement sans pression, comme Arat Touranian vient de le dire, de communautés, en tout cas pas celle des Arméniens, même si cette pression entre guillemets serait justifiée parce qu'on demande justice. Mais voilà, les Turcs ne peuvent plus dire que on est face à un lobbying arménien ou... Non, les Turcs ne peuvent pas le dire. Par contre, qu'il y ait un lobbying turc en Allemagne, ça, on peut le dire.
et on l'a vu à la fois avant, on l'a vu pendant, et on l'a vu aussi après, dans un déferlement de haine, de messages de haine à l'égard des députés qui ont voté ce texte ou qui l'ont présenté, de menaces de mort. Ça a été répété à plusieurs reprises par un certain nombre de députés à la tribune, comme quoi ils ont reçu des menaces de mort. Et je pense que ça a aussi beaucoup joué dans la détermination, c'est-à-dire dans le fait que effectivement il y avait une forme de chantage, et l'attitude du président, si on revient sur des choses un peu plus politiques, l'attitude de la Turquie et du président Erdogan qui pensait pouvoir mener un chantage à l'égard de l'Allemagne en mettant une nouvelle fois la question des migrants en balance avec cette question de la reconnaissance du génocide arménien, ça a démontré que l'Allemagne était un grand pays, l'Allemagne ne se laissait pas faire, que l'Allemagne avait fait son chemin, et Raymond, en tant qu'historien, pourra en parler tout à l'heure, mais qu'il y a eu un chemin historique qui a été fait par l'Allemagne sur la question arménienne, et que voilà, c'était le moment, et que ça s'est fait en toute tranquillité, comme l'a dit Ara. Il n'y a pas eu d'hystérie, de tension par rapport à ce vote. Nous savions, il fallait juste savoir la date à laquelle ça allait avoir lieu, mais nous savions que ce serait présenté et que ce serait voté. Raymond Kevorkian, l'Allemagne, c'est un grand pays européen. Il y a toute une histoire liée au génocide, au pluriel. Et puis là, la question la plus importante qui se pose, c'est l'implication. Quel degré d'implication? Quand on parle de la complicité de l'Allemagne, que faut-il entendre parler? Est-ce qu'ils étaient dans l'organisation? Est-ce qu'ils étaient dans la participation, dans l'exécution? Que faisaient les Allemands en 1915, 16 et au-delà dans l'Empire ottoman par rapport aux Arméniens? Oui, il est clair que c'est un des éléments qui a déterminé ce vote, en tout cas cette démarche du Bundestag. Il faut d'abord souligner qu'il y a non seulement l'Allemagne est alliée de l'Empire ottoman, ou l'inverse, mais également qu'il y a une présence militaire et diplomatique importante sur place. Environ 17 000 soldats et officiers allemands sur le terrain, donc qui jouent un rôle très important, qui sont des témoins directs des événements. Et avec la présence également de consuls, de vice-consuls, etc., un petit peu partout sur le territoire ottoman, on peut dire que l'Allemagne est le pays le mieux informé de la destruction des Arméniens en 1915. Que informé? Le mieux informé. Au niveau des consuls, tous les rapports qui convergent vers l'ambassade et qui remontent après vers le chancelier. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est quand même un chef d'état-major de ottoman qui est en fait un général allemand. Le Enver n'étant que le vice-généralissime. Bon. Donc, et enfin, un ambassadeur, Wangenheim, qui va jouer un rôle très important et qui va mourir même, qui va décéder des suites d'une décision qu'il a prise, c'est-à-dire qu'à un moment, il donne son accord pour la déportation des populations arméniennes des 3 vilayets frontaliers avec la Russie. Et il va comprendre après coup que ce document qu'il a signé, il s'est fait duper. Et les jeunes Turcs vont utiliser ce document non pas pour déporter les populations de ces 3 vilayets, mais pour détruire l'ensemble des Arméniens. Et il va faire une crise cardiaque et il va pas s'en relever. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui pèse très lourd dans l'évolution de l'Allemagne, c'est les derniers travaux qui ont été menés par des historiens. Wolfgang Göst en premier, donc qui est à Hambourg et qui a publié l'essentiel des documents des archives du ministère des Affaires étrangères allemand. Et le deuxième, c'est Stefan Herig, qui enseigne à Haïfa actuellement et qui a montré le lien direct entre le génocide des Arméniens et la Shoah. Autrement dit, qui montre comment la société allemande intègre le côté fonctionnaliste de la destruction d'une minorité comme solution efficace, vue sous leurs yeux,
pour régler un problème interne. Mais est-ce que cela signifie qu'il y a une complicité, c'est-à-dire que les quelques documents, cet ordre de faire déporter les 3 villages, etc., est-ce que c'est suffisant pour parler de complicité, de participation? Le terme de complicité qui a été utilisé par certains historiens, à mon avis, est excessif. Il faut parler de co-responsabilité comme le font les Allemands. Et il y a je vais prononcer une phrase pour résumer. Mais co-responsabilité dans quoi? L'Allemagne était la seule puissance en mesure de stopper le bras du bourreau. Et elle ne l'a pas fait. Pour des raisons militaires, géostratégiques, elle ne l'a pas fait. Et c'est ça qui a été mis en évidence d'ailleurs dans le document du Bundestag. Alors parce qu'on va analyser quand même le texte qui est assez extraordinaire dans certains de ces passages, 2 mots, Raymond Kevorkian, sur l'histoire de l'Allemagne pendant ces 100 années après le génocide, pendant la Deuxième Guerre mondiale et au-delà. Est-ce qu'elle a aidé l'État turc dans son négationnisme? Est-ce qu'elle a caché des archives? Quelle a été la position de l'Allemagne, sachant que c'est une position assez difficile vu l'histoire de l'Allemagne avec la Shoah? Dans les Nouvelles d'Arménie, le numéro consacré à l'Allemagne, il y a une photo qui est prise en 1933 devant l'ambassade turque à Berlin. Et on y voit le chef des sections d'assaut, donc nazi, qui défile avec l'ambassadeur de Turquie en Allemagne. Et qu'est-ce que ça exprime? Donc ça, c'est le 10e anniversaire de la naissance de la République turque. Et ça montre l'admiration des nazis pour le régime jeune turc et son prolongement qui est le kémalisme. Et là, on a résumé toute l'admiration d'Hitler pour les jeunes Turcs et sa manière de régler les problèmes des minorités. Ça, c'est capital. Quand l'historien Stefan Ihrig analyse l'ensemble de la presse allemande et de la presse nazie, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre une notion qui qualifie de justificationnisme. C'est-à-dire qu'aux yeux de la société allemande, la destruction d'un groupe est parfaitement justifiée. Voilà. Je veux dire que, en ce sens, pour les Allemands, il y a la haute conscience que la destruction des Arméniens a préparé la destruction des Juifs d'Europe. Alors, admiration d'Hitler pour les jeunes Turcs, mais aussi admiration d'Erdogan il y a à peine quelques mois pour Hitler lui-même. Il a fait une déclaration fracassante, le considérant comme un modèle de gouvernance. Arat Oranian, parlons du pourquoi de ce vote de l'Allemagne aujourd'hui, sachant que l'Europe a un grave problème avec la Turquie lié aux émigrés, liés les questions des visas pour les Turcs dans l'espace européen. Comment se fait-il que, en ce moment, l'Allemagne, j'aime pas cette expression, mais ose faire fâcher la Turquie? Oui, alors justement, moi je dois dire que je m'inscris en faux par rapport à un certain nombre d'analyses ou d'écrits que j'ai lus et entendus ces derniers jours et qui expliquent le vote de l'Allemagne comme une espèce de mesure de rétorsion par rapport à la Turquie, du fait de l'arrogance de la Turquie, des privations de liberté, des atteintes aux libertés, etc. Je ne crois pas du tout à cette thèse. Je crois que l'Allemagne a effectivement suivi son chemin, suivi un processus purement interne par rapport à une situation qui se posait de plus en plus sur la scène internationale. Elle a loupé le rendez-vous de 2015 parce qu'elle n'a pas pu, sous les pressions turques, adopter une loi de ce type. Je crois qu'elle en a conçu une certaine honte et je crois que c'est important par rapport à l'idéologie et aux valeurs allemandes, et elle s'était promis qu'elle allait, en tout état de cause, elle aussi, accompagner ce grand mouvement de reconnaissance du génocide des parlements en Europe, par rapport auquel elle était d'ailleurs en retard. Et c'est ça c'est cette promesse morale, éthique, c'est cette dimension-là qui a primé à un moment donné, sur une situation internationale et géopolitique qui allait contre ses intérêts. Elle a effectivement pris des risques à un moment donné où, au contraire, elle avait entamé un mouvement de rapprochement avec Erdogan
auquel elle avait quelque part confié les clés pour la solution de la question des réfugiés. Et cette résolution, bien sûr, pouvait compromettre tout ce travail, toute cette diplomatie qui avait été engagée et dans laquelle une partie de l'Europe était également entrée dans son sillage également. Donc ça tombait on ne peut plus mal, mais en même temps, je crois que le vote du 25 janvier, qui a été une nouvelle fois reporté, ça a été la énième fois que ce vote pour la reconnaissance du génocide par l'Allemagne a été reporté au Bundestag le 25 janvier dernier. Ça a été la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Et c'est à partir de ce moment-là que l'ensemble des partis de la coalition, plus les Verts, ont décidé, sous l'impulsion, ça je crois que c'est effectivement un élément fondamental, d'élus d'origine turque, dont Cem Özdemir, qui a joué un rôle absolument clé dans cette affaire, capitale, a frappé du poing sur la table, a dit bon, ça suffit, et a mis effectivement l'Allemagne, les députés, en face de leurs responsabilités et en face de leur conscience. Et ça, peut-être que nous, on est habitués à ce que ce type de valeurs dans les sociétés occidentales soient frelatées, ne résistent pas au mercantilisme, aux intérêts commerciaux, etc. Mais en Allemagne, ça a plus de poids, et l'Allemagne, de ce point de vue-là, la RFA, a donné un exemple absolument capital. C'est très important pour nous, parce que sur quoi on peut s'appuyer, si ce n'est sur les valeurs, sur les principes, sur l'éthique, sur une certaine vision de la paix dans le monde, de la cohabitation entre les peuples, de la démocratie, des droits de l'homme. Et c'est ça qui fait quand même partie, à un moment donné, aussi, qui donne du sens à la politique, qui donne du sens à une direction politique, que l'Allemagne a respecté. C'est sur ces valeurs-là qu'elle a bougé. Moi, j'en suis absolument convaincu, et je ne vois strictement aucune raison politicienne qui aurait motivé un geste pour... Si elle avait voulu tacler la Turquie, c'était pas aujourd'hui les sujets qui manquaient, entre les journalistes qui sont en prison, entre la répression féroce contre les Kurdes, enfin tout ce qu'on connaît. Altmar de Rossian, en 2005 déjà, il y a une résolution au Bundestag. En 2015, il y a eu ce grand débat. Le président de l'Allemagne reconnaît le génocide, le président du Bundestag le reconnaît aussi, et presque toutes les forces. Donc, on est d'accord qu'il y a une sorte de maturation dans ce processus. Mais qu'est-ce qui a changé dans le contenu? Est-ce que entre 2005 et 2016, aujourd'hui, il y a un changement fondamental dans les textes? Il y a surtout un changement fondamental dans la perception du génocide et de la nécessité non seulement de le reconnaître moralement, éthiquement, mais aussi dans le rôle que devra jouer la Turquie dans ce processus de vérité, de réconciliation, etc. Et Ara vient de le dire, le rôle, le parcours d'un certain nombre de responsables allemands d'origine turque, etc., qui étaient très mesurés en 2005, voire même qui étaient un peu opposants, mais qui, justement parce que ils ont eu des informations, un développement de la recherche historique en Allemagne sur ces questions-là, parce qu'ils se sont confrontés au débat, ils ont eu des véritables discussions sur ces questions-là, je pense que ça a joué un rôle très important dans la société allemande. Il y a eu, rappelons-le, des documentaires comme Arrête qui a été produit en Allemagne. Il y a eu tout un certain nombre d'autres choses qui ont touché l'opinion publique allemande dans ce qui constituait. Donc là, il y a une prise de conscience, une évolution, et ça a fait son chemin. Et c'est là qu'on voit un certain nombre de choses. Et puis, dernier point là-dessus, ça s'est aussi confronté, on parle de la communauté en Allemagne, au fait, à l'effritement de la société civile turque sur la question. Aujourd'hui, regardons un peu les conséquences en Turquie de ce vote. On voit qu'il y a le principal parti d'opposition, le HDP, qui a dit qu'il se félicitait de l'adoption de cette résolution, que ça allait permettre un vrai débat sur la question. Et le HDP, c'est quand même 30% du vote du vote aux dernières élections, même si machin. 10%, donc c'est 10%, pardon. Mais c'est quand même important. On a d'autres députés qui ont embrayé. Donc voilà, ça veut dire que
ça a aussi permis le fait de voir que en Turquie même, cette question aujourd'hui faisait débat et qu'il y avait un certain nombre d'intellectuels, de prix Nobel, d'historiens, d'hommes politiques, de personnages de la société civile qui ont pris position. Ça a permis un certain développement. Et enfin, surtout, c'est que ils ont bien compris que la société civile seule n'y arriverait pas si elle n'avait pas un soutien de la classe politique et un soutien international sur cette question. Que la société civile turque n'y arriverait pas toute seule et qu'il fallait qu'un certain nombre d'acteurs moraux, et les parlements sont des acteurs moraux à ce niveau-là, puissent donner un sens, une ligne par rapport à cette question. Il y a une phrase de la déclaration qui résume tout, où elle dit en gros que le dialogue avec l'Arménie, il ne pourra commencer que quand la Turquie aura assumé son passé. Ça, je pense que c'est capital comme phrase et qui résume tout. Je voudrais faire une remarque concernant, on dit les citoyens turcs ou d'origine turque d'Allemagne. C'est une terminologie qui manque totalement de précision, qui est utilisée en fait par la diplomatie d'Ankara, mais qui révèle en fait, qui relève de la propagande. Quand on dit 3 millions, en fait, il s'agit de populations effectivement originaires de Turquie, mais près de la moitié est kurde et alévi. Au sein de la population turcophone, une partie qui est passée justement par le système éducatif allemand, etc., n'assume plus les positions négationnistes du régime d'Ankara. Il faut le dire. Il faut pas mettre dans le même panier ces 3 millions de personnes en disant c'est des négationnistes. On a vu des manifestants devant le Bundestag, là. C'est probablement des militants du MHP, des loups gris, et qui ont été mis en route ou organisés, planifiés, amenés en autocar par l'ambassade ou les consulats. Voilà la réalité. Donc cet argument d'Erdogan massu censé faire peur à l'Allemagne, il est dépassé. Je pense qu'on en a conscience en Allemagne aussi. L'État allemand a conscience que qui représente cette communauté dite turque en Allemagne. Et puis n'oublions pas, nous avons des amis turcs en Allemagne, comme Ali qui était venu même à la mairie, Ali Ertem qui était venu à la mairie de Paris, et qui ont fait une sorte de pétition dans la communauté turque d'Allemagne, et on se rappelle des milliers de signataires de ces pétitions qui demandaient la reconnaissance du génocide arménien. Donc la société civile turque, dans sa diaspora, a aussi envie de se libérer de ce poids du négationnisme de l'État turc. Encore une fois, je pense que l'éducation et l'enseignement jouent là un rôle moteur, notamment dans les pays occidentaux. On le voit que dès lors que les jeunes se soustraient à la propagande et dans un monde universitaire ou scolaire se mettent face à à des réalités, il y a une prise de conscience qui génère derrière vraiment, pourrait en parler, mais il y a toute une génération aujourd'hui de jeunes chercheurs en Allemagne ou ailleurs d'origine turque qui travaillent sur ces questions-là, qui reconnaissent le génocide arménien, qui font des travaux absolument remarquables. Donc voilà, donc l'éducation, la connaissance et la diffusion de cette connaissance, que ce soit par tous les moyens, c'est-à-dire qu'on a parlé effectivement, Ala vient d'évoquer Fatih Akin, que ce soit par des films documentaires, mais des films aussi de fiction, par des ouvrages très scientifiques, mais aussi des ouvrages de vulgarisation. Cet ensemble-là permet la prise de conscience d'une société. Et je crois que c'est ce cheminement-là de l'Allemagne qui est fondamental. Alors il est intéressant qu'on puisse parler un jour de la communauté turque de France, ses influences, comme les débats internes à cette communauté, parce que souvent on est mal ou peu confronté à ces débats de la communauté de la diaspora turque en France, et peut-être là encore il y a beaucoup de gens qui sont gênés par la position de la Turquie et qui veulent ce rapprochement réel avec les Arméniens sur la base de la justice.
Oui, la communauté kurde en France est un peu comme la communauté kurde d'Allemagne. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie turque, qu'il y a une grande partie qui est composée de Kurdes, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a aujourd'hui des élites turques absolument remarquables, exceptionnelles, de qualité sur la question, formidables. Cela étant, il ne faut pas se voiler la face. Il suffit de regarder les réseaux sociaux, ce qu'on lit sur Twitter, sur Facebook, etc. Les messages de haine. Il y a quand même une idéologie nationaliste promue par les autorités et l'État turc, et l'encadrement des communautés turques par les diverses ambassades et consulats qui jouent un rôle extrêmement négatif. Le nationalisme continue à exister, à dominer, à dominer. Alors, donc il y a du travail. Il y a du travail, mais c'est à nous d'être extrêmement vigilants, et ça, je pense qu'on le fait quand même depuis un certain nombre de temps, à ne pas mettre sur un pied d'égalité, à ne pas confondre les autorités turques, cet État turc, ces gouvernements successifs qui se mettent en complicité avec le gouvernement jeune turc et qui assument le volet politique de l'extermination des Arméniens, et sont dans la logique génocidaire avec l'ensemble du peuple turc dont une partie essaye de résister à cet endoctrinement. Raymond Kevorkian, vous voulez dire quelque chose? Oui, sinon on va passer au texte parce que on va consacrer du temps au texte. Je voulais parler en 2 mots un peu de ces élites ou de cette minorité de personnes en Turquie qui luttent justement pour que l'État quitte cette posture négationniste. Bon, il faut vous dire que cette posture négationniste, c'est bien plus que ça. En fait, c'est encore une culture de l'ennemi arménien qui reste dominante, et avec un regard certes sur la diaspora extrêmement hostile, à la limite du racisme dans les propos, mais aussi une posture agressive, voire d'agression à l'égard de l'Arménie. Ça, on l'oublie trop souvent. Il faut être convaincu que la sécurité de l'Arménie par rapport à la Turquie, elle va s'améliorer le jour où l'État turc assumera son passé, où il va s'apaiser. Pour l'instant, il est quasiment encore dans une position, je dirais, il y a encore un relent génocidaire au fond de ces élites d'Ankara. Il y a danger. Le Premier ministre. Et on l'a senti. Je fais le lien dans la posture, la position, le comportement de l'Azerbaïdjan. Au moment de l'offensive au début du mois d'avril. Et sur place, les gens faisaient directement, la population du Karabakh et d'Arménie faisait le lien direct entre 1915 et ces agressions et ces actes de violence. Alors justement, le nouveau Premier ministre turc, qui a eu démontré pas très tendre à l'égard de l'Allemagne, et ça se comprend, qui était hier à Bakou, a fait une déclaration quand même très intéressante qui est une réaction, certes, à ce vote du Bundestag en disant « il faut arrêter l'Arménie, elle va trop loin et on va régler la question du Karabakh et les 20% des territoires occupés ». Donc, il y a une réaction. Quelle réaction à la Touragnan peut la Turquie avoir? Alors, hier, il y a eu 4 morts à Alep, un bombardement juste après ce vote du Bundestag. Bon, on va pas tout de suite dire que c'est lié à cela, mais les Arméniens peuvent penser que il y a eu un message. Alors, c'est peut-être anecdotique, mais en tout cas, il y a eu ces morts. Qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'égard de l'Arménie, à l'égard du Karabakh et des Arméniens de Turquie? On ne peut pas exclure le fait qu'il y ait des incidences, effectivement, sur la question du Karabakh. On se souvient que pendant la guerre des 4 jours, beaucoup d'analystes ont estimé que c'était Erdogan qui avait actionné le levier Aliyev pour répondre à la pression russe après les tensions relatives à la Syrie, à l'avion russe abattu en Turquie, etc. Donc on sait très bien que la Turquie considère d'ailleurs être très bonne relation avec l'Azerbaïdjan, et qu'elle n'hésitera pas à instrumentaliser l'Azerbaïdjan dans le racisme anti-arménien, dans la continuité du génocide, en fonction de ses propres intérêts. Là où il faut faire extrêmement attention, c'est que ce type
d'instrumentalisation, et s'il y a une reprise de la violence dans cette région, ça peut avoir des conséquences considérables, non seulement sur l'Arménie, sur l'existence même de l'Arménie, mais également sur l'ensemble de la paix dans la région. Et d'ailleurs, dans le texte, l'Allemagne le dit. N'oublions pas que nous sommes dans une région qui est une poudrière, avec l'Iran, la Russie, des tensions extraordinaires, et la moindre mèche qu'on pourrait allumer dans cette région pourrait avoir des conséquences terrifiantes qu'on ne peut même pas imaginer au niveau international, parce qu'il est évident de toute manière, et on l'a vu pendant la guerre des 4 jours, que les Arméniens ne sont pas prêts à subir un nouveau génocide ou une nouvelle domination d'un pouvoir turco-azéri ou de nature turque ou nationaliste dont ils connaissent trop les conséquences et dont ils ont trop souffert du poids. Donc ça sera une guerre, si elle devait arriver, terrible, qui n'engagerait pas seulement les Arméniens du Karabakh, mais probablement toute l'Arménie et au-delà tout le monde arménien. Alors, pas tout, mais l'essentiel est dit dans le titre de cette résolution qui parle de commémoration et de mémoire du génocide des Arméniens et des autres minorités chrétiennes de l'Empire ottoman. Alors, est-ce que, Raymond Kevorkian, le titre, minorité, est-ce que ça colle à la réalité des Arméniens qui étaient là sur leur territoire? Malheureusement, il y a des questions de sémantique. Effectivement, le terme de minorité ne convient pas. Ce sont des groupes constitutifs d'un empire, ce qui est différent. Toujours est-il que la déclaration du Bundestag est associée les populations syriaques et grecques à l'événement. Il me semble que c'est parfaitement judicieux. Tout simplement parce que le projet Jeune Turc en 1915 n'est pas seulement de détruire la population arménienne, mais également ils ont un projet d'homogénéisation de l'Asie mineure, c'est-à-dire d'en éradiquer tous les groupes non turcs. La question reste juste la manière d'éradiquer. Dans le cas arménien et des Syriaques, il faut les associer absolument dans la démarche. C'est une destruction qui a pris la forme d'un génocide, clairement. Dans le cas des Grecs, c'est un petit peu plus nuancé. Mais toujours est-il que, au final, ces 3 groupes ont été éliminés de la surface de l'Asie mineure. Et ces minorités, parlons-en, parce que si ce n'est pas les Arméniens, qui va parler de ces minorités? 2 mots quand même, Raymond Kevorkian, sur ce qui est advenu. Il y a quelques jours, je recevais les Yézidis de France ici. Oui. On parle aussi de massacres, de 500 000 Yézidis massacrés pendant ces mêmes années, alors qu'aujourd'hui personne n'en parle. Non, 500 000, c'est leur excessif. estimation, mais non. En tout cas, il faut parler de toutes ces minorités, de tous ces peuples qui ont subi les mêmes souffrances. Oui, le cas yézidi est un peu particulier. Par rapport aux Arméniens, d'abord, il faut dire que le Sinjar, qui est en quelque sorte leur massif montagneux fondateur, a été en fait un lieu de refuge pour une quinzaine de milliers d'Arméniens en 1915. Et que ces mêmes yézidis du Sinjar se sont battus contre l'armée ottomane pour protéger ces 15 000 civils arméniens qui se trouvaient dans le massif. Que la présence de ces 15 000 Arméniens a engendré une famine au sein du Sinjar parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de ressources alimentaires. Voilà la démarche. Et les 40 ou 50 000 yézidis qui se trouvent aujourd'hui en Arménie sont eux-mêmes le fruit d'un exil de l'Empire ottoman vers le nord. C'est-à-dire qu'ils ont accompagné les Arméniens vers leur exil dans le nord. Et il y a un lien fraternel et dans la violence entre Arméniens et Yézidis qui est extrêmement fort. Et ceci dit, ce qui lui aurait advenu ces dernières années face à l'État islamique, on peut pas y rester indifférent. Et il y a une nette distinction, je m'excuse un peu d'élargir, mais il y a une nette distinction entre le traitement subi
par exemple par les chrétiens à Mossoul, et celui des Yézidis. Dans le cas des Yézidis, le comportement de l'État islamique à leur égard relève d'une pratique génocidaire, alors que c'est pas le cas pour les chrétiens, qu'on a expulsés en pillant tous leurs biens, mais qu'on n'a pas enlevés, y compris leurs femmes, leurs enfants, etc., et transformés en otages. Alors, Toragnan, quels sont les points pour vous les plus importants de ce texte? On parle de la complicité de l'Allemagne, c'est dans le texte, c'est eux qui le disent. Ils parlent surtout d'activer le processus de rapprochement entre l'Arménie et la Turquie, ce processus de Zurich, et qui est stoppé aujourd'hui. Et l'Allemagne pense que, avec cette reconnaissance, avec aussi pour la Turquie le fait de regarder son histoire, cela va aider les deux peuples à se rapprocher. Comment pensez-vous qu'aujourd'hui, avec le régime qui est en place en Turquie, une telle chose peut être plausible? Oui, on voit bien que du côté arménien, en tout cas, et même du côté turc, les accords de Zurich ont pris du plomb dans l'aile. Plus personne n'y croit aujourd'hui, surtout avec la dérive extrêmement autoritaire et nationaliste des autorités turques qui ont effectivement loupé le train de la réconciliation en 2009. Elles avaient une opportunité pour s'engager dans cette direction-là. Elles n'ont pas pris cette direction, au contraire. Et au lendemain même de la signature des accords de Zurich, elles les condamnaient, enfin en tous les cas, elles les paralysaient, elles les neutralisaient. Donc, moi je crois que ce qui est plus important encore dans cette résolution, c'est les aspects qui concernent, premièrement, la co-responsabilité allemande, ça bien entendu, c'est extrêmement important. Le fait également que l'Allemagne dit vouloir s'engager dans un travail d'éducation sur cette question-là, que ce soit en particulier sur son territoire, où quand même il y a une forte communauté turque, et on peut penser que par un effet de capillarité, évidemment, ça va pouvoir avoir une influence sur l'ensemble du monde turc, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Donc c'est tout l'ensemble, c'est cet ensemble de résolutions qui est lourde, qui est extrêmement importante en fait. Mais l'aspect éducatif me paraît. Et le fait aussi que l'Allemagne semble vouloir jouer un rôle sur la scène internationale pour faire. J'ai pas toute la traduction moi encore de ce texte, mais qu'elle semble vouloir jouer un rôle de médiateur pour la. Alors on va voir quelle forme ça va prendre. L'aspect Zurich dans le texte me paraît plus anecdotique qu'autre chose. En tous les cas, il fallait bien qu'il s'appuie sur une base. C'est la seule base existante, même si aujourd'hui elle paraît caduque pour les uns et pour les autres. Alors, on va parler de ce texte parce que il y a des choses extraordinaires quand même. Si on rentre dans les détails, au niveau de l'éducation à la Toragnan, pas seulement la recherche en Allemagne, mais financer, c'est-à-dire que le Bundestag demande au gouvernement de son pays de financer la recherche aussi en Turquie, aussi en Arménie, dans ce domaine, mais également les œuvres littéraires, les œuvres culturelles qui traitent de la question qui concerne les années 1915-1916. Le texte le dit comme ça. Donc, c'est quand même extraordinaire que l'Allemagne essaie de se rattraper parce qu'on peut le dire, elle a accompagné le négationnisme d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, elle veut accompagner le travail de la recherche. Raymond. Oui, nous avons tenu des propos très positifs sur l'Allemagne jusqu'à présent, mais je voudrais quand même émettre quelques critiques concrètes. Dans le milieu universitaire, il n'y a quasiment pas eu de travaux de menés sur le génocide. Il y a un système d'éducation en Allemagne qui repose sur des études sur l'islam. Et la turcologie entre dans ce cadre plus général. Les chaires de turcologie en Allemagne n'ont jamais traité la question du génocide en interne. Il faut le souligner. Ils ne l'ont jamais traité. Les titulaires de ces chaires étaient d'une prudence de sioux. Et alors,
peut-être que ce vote va avoir une influence positive et qu'on va voir apparaître des chercheurs qui vont actuellement en Allemagne, les gens qui se sont occupés du génocide. J'ai cité Wolfgang Goetz tout à l'heure d'Hambourg. C'est un ancien journaliste correspondant donc à Paris, francophone. Wolfgang a travaillé en marge avec des bouts de ficelle et mené un travail en marge, sans aucun soutien officiel. Je parlais d'un historien allemand, il a fait sa thèse non pas en Allemagne, mais en Israël. Vous voyez, donc effectivement, il y a un travail à mener. Il y a un seul endroit où il y a des travaux qui ont été menés, c'est à l'université de Bochum avec Miran Dabar, oui. Mais je dirais presque en marge. Il ne s'agit pas d'une chaire d'études du génocide, loin de là, mais disons d'un institut de recherche au sein d'une université qui a été toléré. Donc il y a un énorme travail, ça c'est le point 1. Le point 2, si on compare à la France, en France, à 3 niveaux, en CM2, en 3e et en première, on a une éducation sur les violences de masse. En Allemagne, donc qui inclut le génocide des Arméniens, le Rwanda, etc. En Allemagne, nous n'avons pas encore l'équivalent. Donc c'est sans doute, j'imagine que c'est lié dans leur esprit un peu au modèle français qui est en train de se développer aussi en Italie. Mais c'est absolument indispensable. On ne peut pas comprendre ce que sont des violences de masse si on reste enfermé dans le cadre unique de la Shoah. En France, on l'a parfaitement compris. Et en Allemagne, il semble qu'ils tirent à présent les leçons. Pourquoi ? C'est un phénomène qui jusqu'aujourd'hui persiste et qui a peut-être eu un rôle aussi au sein de la classe politique allemande. On commence à comprendre que les politiques ont une responsabilité pour prévenir les violences de masse, et le Rwanda a sûrement joué un rôle considérable dans la prise de conscience de leur responsabilité de cette classe politique. Raoul Martirosyan, dans ce texte-là, l'Allemagne ne condamne pas, n'accuse pas la Turquie, surtout pas la Turquie d'aujourd'hui, mais même pas la Turquie d'hier. Il n'y a pas de condamnation. Il y a juste un constat, un fait, une reconnaissance. Est-ce que ça change quelque chose pour les Arméniens ? Est-ce qu'on attend autre chose quand même de ce pays ? De l'Allemagne ou de l'Allemagne ou de tous les pays je dirais que cette résolution, elle est conforme à toutes les autres résolutions qui ont pu être adoptées. Bien évidemment, il y a un langage diplomatique qui est employé, qu'on peut nous, parce qu'on est des militants, parce qu'on aurait aimé que ce soit beaucoup plus, bien entendu. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que le texte de la résolution, on a beaucoup parlé ici de reconnaissance par l'Allemagne, on n'a pas employé le mot reconnaissance, mais le texte va beaucoup plus loin que la reconnaissance. Le texte va beaucoup plus loin que la reconnaissance, puisque on l'a dit tout à l'heure avec les enseignements, y compris en Turquie, parce que le texte dit de favoriser un certain nombre de financements pour permettre une éducation de la société civile turque, etc. Donc ça c'est on est déjà dans un mécanisme de réparation, mais il y a aussi une phrase qui dit de défendre le patrimoine culturel arménien dans la République de Turquie. Ça veut dire qu'on est aussi dans un mécanisme de dire il va bien falloir aussi à un moment donné s'engager dans un principe de réparation dans lequel l'Allemagne doit jouer un rôle, et ça c'est important, mais bien entendu que ce mécanisme il est lié à la Turquie également. Et donc, le fait que le patrimoine culturel, le patrimoine national arménien est mis en exergue comme disant attention, le génocide culturel, l'ethnocide qui consiste à détruire ce patrimoine non seulement doit stopper, mais doit être remis en avant, est aussi très important. Alors, ce sont des éléments qui n'existent pas dans d'autres résolutions pour d'autres pays, et donc là, je pense qu'il y a une évolution, c'est-à-dire que le texte ne s'en tient pas à la reconnaissance, elle cherche à aussi trouver les éléments, le fait que, par exemple, dans l'enseignement de l'histoire, on parle d'arrêter de mettre en valeur les traîtres arméniens. D'un côté, les traîtres arméniens,
Ça, c'est une chose, mais aussi de glorifier les héros Talat, Enver et compagnie. Donc, il y a ce rôle qui est de dire, attention, il y a un travail à faire, et on est à la fois dans ce que j'ai appelé, par rapport à ce mécanisme des réparations, dans le préalable nécessaire à établir la confiance entre les parties. C'est-à-dire que véritablement, si on veut faire bouger la société civile turque et arménienne pour qu'ils puissent se mettre ensemble pour parler de réparation, il faut qu'il y ait un certain nombre de préalables que sont l'enseignement de l'histoire, que sont le fait qu'on arrête la glorification des perpétrateurs du génocide, et que on soit dans un mécanisme d'éthique et de morale. Et quand ce moment-là sera arrivé, à ce moment-là, on pourra parler du reste. Alors justement, à la Torania, on se pose la question si l'Allemagne ne va pas beaucoup plus loin que ce qu'on espérait peut-être. Dans l'introduction, pour montrer que c'est un vrai génocide. Alors, dans le texte, on utilise plusieurs fois le mot génocide, mais c'est que dans le titre que la reconnaissance elle est acquise. Dans le texte, c'est une explication pour dire que des institutions, des chercheurs, des historiens, des pays, des parlements ont reconnu le génocide, mais il y a quelque chose d'extraordinaire quand le Bundestag dit malgré toutes ces preuves, la Turquie, à ce jour, nie ce génocide. C'est-à-dire que ce qu'on est en train, nous, de dire ici en France, le Bundestag est en train de le dire également, et face à la Turquie, vous êtes en train de nier ce génocide. Et ça, peut-être, ça va ouvrir la porte à de nouvelles perspectives pour la reconnaissance et la pénalisation du génocide arménien, parce qu'on a même entendu parler que la baronne Caroline Cox va, le 16 juin, je crois, demander à ce que, au Parlement anglais, ce sujet soit mis à l'ordre du jour. On verra. Mais ça y est, il est prévu à l'ordre du jour pour le 16 juin, effectivement. Il va y avoir un débat à la Chambre des Lords. À la Chambre des Lords. Il faut nuancer. Oui, la Chambre des Lords. À la Toragnan. Absolument. Non, mais que dire, je suis totalement d'accord avec vous. Ça peut ouvrir évidemment des perspectives, débloquer les choses en France, en particulier par rapport à la loi de pénalisation du négationnisme qui est en souffrance depuis des années, qui va peut-être être débloqué, on espère, cette année, puisque la promesse du président de la République était que on aura une loi durant son mandat. Donc on va voir comment les choses vont évoluer. Ça renvoie également à l'histoire et à la culture allemande, tout ça, parce que derrière tout ce qui est dit, il y a le propre positionnement de l'Allemagne par rapport à la Shoah et au génocide juif et son mode de règlement. Et l'Allemagne a montré que en cette matière, elle ne se payait pas de mots. Jusqu'à aujourd'hui, elle paye des réparations. Et derrière, en filigrane, derrière cette reconnaissance, il y a effectivement ce mode de réconciliation qu'elle a en tête. Et d'ailleurs, il y a eu un certain nombre de personnes, d'intervenants dans le débat du Bundestag, qui ont fait clairement allusion quand ils disent que là, il ne peut y avoir de réconciliation entre les Turcs et l'Arménie sans reconnaissance du passé, tout en ajoutant que c'est un processus difficile. En tous les cas, c'est un processus auquel l'Allemagne s'est astreinte. Ça a énormément de sens, et c'est un modèle qui va peut-être être proposé d'une manière qui est implicitement proposée dans cette résolution. Maintenant, on va voir très concrètement comment les choses vont se faire, parce que il s'agit d'une résolution. Maintenant, bien sûr, les lobbies vont fonctionner. Les Turcs on voit qu'il y a eu deux mouvements. Il y a eu un premier mouvement de réaction extrêmement dure, d'insultes, de menaces, tout ce qu'on connaît. Et jusqu'à ce matin, sur le Twitter de Cem Özdemir, on voit des insultes qui. Voilà. Mais il y a aussi une partie de la diplomatie turque qui n'est pas composée que de fous furieux, qui va analyser la situation froidement et va essayer de minimiser, s'évertuer à minimiser la portée de ce vote. Bien entendu, on commence déjà à dire que finalement, la Turquie et l'Allemagne, sur un certain nombre qui sont des grands amis historiques, sur un certain nombre de questions, peuvent avoir des divergences d'opinion. Donc, on essaye évidemment de réduire, de ramener ça. Donc là aussi,
maintenant, à partir du moment où ce vote est acquis, je crois qu'il va falloir aussi être vigilant pour qu'il y ait un suivi et que ce ne soit pas simplement les choses ne restent pas à un pur niveau théorique, mais qu'elles trouvent une traduction pratique. Et en ce qui nous concerne, indépendamment de ce qu'on peut dire à nos partenaires ou à nos amis de la République fédérale allemande, il y a le travail, parce que tout ça participe d'un tout, il y a le travail que nous on peut mener ici de mobilisation pour faire avancer également les choses en France, et on a aussi des gens qui sont, même si la situation est difficile pour eux, à l'écoute sur cette question-là au plus haut niveau de l'État français. N'oublions pas quand même si on a des difficultés aujourd'hui avec le pouvoir, que François Hollande s'est quand même rendu le 24 avril 2015 au mémorial du génocide. Donc on a quand même une écoute. Donc, il faut accentuer le travail, et plus on accentuera le travail ici, plus on accentuera la mobilisation, plus on sera vigilant et présent sur nos droits, et plus ça aura d'incidence, et la roue continuera de tourner. Il faut faire actionner la roue, et toutes les communautés arméniennes le savent bien, et le font partout là où on est pour que ça aboutisse à quelque chose. Harut Mardirossian. Oui, moi je voulais juste rajouter que dans le texte de cette résolution, ce qui me semble aussi très important, c'est le formidable coup de pied qui est donné sur la question du négationnisme. Parce que dans le texte de cette résolution, on stigmatise, on est en train de dire que, nous, Allemands, nous reconnaissons une responsabilité, que le Bundestag s'appuie pour dire cela sur nos archives, sur le travail historique qui a été mené, et donc ça signifie que nous, qui étions le principal allié de l'Empire ottoman sur cette question-là, nous pouvons affirmer que, il y a eu un génocide, et parce que nous pouvons l'affirmer, parce que nous avons les preuves, etc., et que désormais, tous ces pseudo-historiens turcs ou anglais, américains, etc., qui vont commencer à dire « Ah ben oui, mais c'est pas tout à fait vrai, machin, etc. » Là, maintenant, et y compris par rapport à la France et à la loi sur le négationnisme, tous ceux qui commenceront à dire oui, mais c'est encore en débat, etc. Le principe, il y a déjà un pays qui s'est déclaré co-responsable. Et donc ça veut dire que la Turquie aussi, de l'autre côté, alors il y a un co-responsable, mais le responsable, on ne sait pas qui c'est. C'est tout l'argumentaire négationniste qui tombe. Tout l'argumentaire négationniste tombe avec cette résolution. L'argumentaire négationniste est en train de s'écrouler, vient de s'écrouler. À partir du moment où un pays reconnaît co-auteur, se dit co-auteur, enfin co-responsable, et reconnaît sa part de complice, pardon. C'est une traduction arménienne que j'ai. Merci. L'Empire allemand porte une responsabilité partielle pour ces événements. Voilà. Le Bundestag est déterminé par la responsabilité historique particulière de l'Allemagne. Donc, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui dit j'ai une responsabilité dans ce qui s'est passé. Et qui dit responsabilité, je m'appuie là-dessus sur des archives, et donc tout le raisonnement négationniste qui consiste à dire oui, mais ça porte encore débat. Et alors là, si vous permettez un petit aparté, pour rejoindre ce que disait Ara en début de cette émission, moi j'ai été particulièrement outré par la couverture médiatique française sur un certain nombre de chaînes de télévision, d'information, etc., de ce qui s'est passé au Bundestag. Où la première réaction d'un certain nombre de chaînes a été de faire venir ou d'avoir des réactions de diplomates ou de gens, de représentants de la communauté turque, pour qu'ils viennent dire que ah oui, mais c'est une vieille question, c'est encore en débat, etc. C'est-à-dire que malgré le fait que la France ait une loi qui reconnaisse le génocide, malgré le fait que justement là on est allé chercher, comme disait Ara, la question politicienne, est-ce qu'il fallait le relier à la crise des migrants? Est-ce qu'il fallait le relier à l'attitude de Erdogan à l'égard de ce journaliste, etc. Est-ce que c'était une réaction de entre guillemets d'enfants gâtés qui se chipotent, etc. Et que, je veux dire, par là, il y a quand même une forme d'indécence par rapport à un fait historique, et que les médias français, encore une fois, essayent de me dire, voilà, on va donner la parole à l'un qui soi-disant représente une version, et on va donner ensuite la parole à d'autres qui défendent le truc.
J'ai trouvé que sur ce, non mais j'ai quelques exemples en tête, et notamment cette intervention absolument indigne du ministre conseiller diplomatique sur France 24 qui a duré pendant un quart d'heure, dans lequel il a parlé des Arméniens assassins, terroristes, etc. Dans lequel il a évoqué qui avait absolument pas eu là-dessus, qu'il y a eu des déportations, mais qui a repris toute la thèse là-dessus, sans que la journaliste soit capable de l'interrompre en lui disant mais enfin monsieur, maintenant c'est un fait établi. Voilà. Pire, la journaliste, elle a dit on va pas aujourd'hui débattre du fait si c'était un génocide ou pas, alors que en France cette question ne doit plus se poser. Mais bon, finalement, est-ce que ça vaut la peine de commenter de l'ignorance plutôt qu'autre chose? Mais par contre, on a d'autres exemples. Le New York Times, The Independent, New York Times qui a été qui ont exemplaire. fait des papiers mais extraordinaires sur ce qui s'est passé au Bundestag. Mais si on fait allusion aux médias, mais je voudrais parler d'autre chose après. Le pire, c'était en Grande-Bretagne, où là c'est carrément caricatural, où on dit voilà, les Arméniens disent ça, les Turcs disent ça. On en est encore là. Oui, tout à fait. Mais bon, il se trouve qu'à présent, en Europe, la Grande-Bretagne est totalement isolée dans sa posture. Bon, je voudrais revenir un peu sur un certain nombre de questions. Si on met en perspective la décision du Bundestag, je crois qu'ils ont tiré des leçons d'expériences antérieures. À savoir que il y a eu des initiatives de prise par le ministère des Affaires étrangères allemand pour essayer d'établir un dialogue entre Arméniens et Turcs à travers des étudiants, des journalistes. Tout ça a été financé pendant des années. Et la leçon qu'ils sont tirés, c'est quoi? Ça n'a pas donné beaucoup de résultats. Et surtout, ils ont observé non pas une amélioration de la situation en Turquie, mais une radicalisation des autorités. Donc, le pari qu'ils ont fait est le suivant. Puisque la manière douce et pédagogique ne fonctionne pas, pour donner un coup, pour faire avancer la chose, il faut pousser la Turquie dans ses retranchements. Oui. Or, ça, c'est très important. dans un pays non démocratique, comme l'est la Turquie, le seul moyen de faire bouger les choses, c'est d'avoir une pression extérieure. C'est ça la réalité. Et je pense que c'est le pari qu'a fait l'Allemagne. Maintenant, un petit commentaire concernant la Turquie et sa posture. On peut même faire le parallèle avec l'Azerbaïdjan, puisque deux postures négationnistes en parallèle. Il faut rappeler une chose essentielle. Le génocide des Arméniens est un acte fondateur de la République de Turquie et d'une certaine manière de la République d'Azerbaïdjan. N'oubliez pas ça. Deuxième élément absolument capital. Jusqu'aux années 1960, ce sont des criminels jeunes turcs qui dirigent la Turquie. Donc, c'est pas seulement l'idéologie jeune turque qui a perduré en Turquie. Ce sont les acteurs du génocide qui, jusqu'aux années 60, le dirigent. Et c'est même pas un héritage, c'est plus que ça. C'est le génocide est consubstantiel de la République turque. Tout à fait. Non, on est tout à fait d'accord là-dessus, bien sûr. Et je rajouterais simplement qu'on voit qu'en l'occurrence, le temps, les 100 ans qui ont passé n'ont strictement rien résolu. On peut toujours penser que le temps participe à la cicatrisation, va arranger les choses, c'est un grand guérisseur. En l'occurrence, le temps n'a fait qu'aggraver les choses, et en matière de crimes contre l'humanité, en matière de génocide, il ne fait que rendre l'abcès encore plus purulent, qu'aviver les plaies, qu'exacerber les contradictions. Et c'est ce que je pourrais rajouter aux propos de Raymond Kevorkian, auquel je souscris évidemment à 100%. Alors, dans ce texte, on parle également des justes, et c'est très important pour les Arméniens, parce que on a été bercé pendant notre enfance, à chaque fois qu'on parlait du génocide, qu'il y avait ces dames, ces Norvégiennes, ces Danois, ces Suédois, ces Allemandes, qui ont été témoins du génocide, qui ont... Mais des Turcs ou des Kurdes aussi. Des Turcs et des Kurdes, et c'est pas anodin, des Bédouins. Parce que vous, Taner Akçam et d'autres, dans vos préfaces, souvent vous mettez, ou dans des films, on voit
voit des histoires sur des justes Turcs qui ont, comme ce gouverneur d'Alep qui a refusé d'exécuter les ordonnances de Talat. Bon, il y en a eu, et cette résolution en parle, et c'est très important pour nous. Alors là, en fait, on rentre dans le domaine de la pédagogie, vraiment, plus que de l'histoire. On connaît effectivement des faits extrêmement précis, on peut les documenter, mais ça relève de la pédagogie. Pourquoi ? On propose à la société turque un autre modèle de héros que Talat ou Enver, qui sont mis en exergue aujourd'hui. C'est ça qu'on propose. C'est-à-dire alors de ce point de vue-là, on est à cheval entre l'éthique, la morale et l'histoire quand on travaille sur ces justes. Mais c'est très bien. On montre à cette société turque qu'il y a eu en son sein des gens exemplaires, mais c'est quand même bien plus nuancé. Des actes de pur altruisme, ils sont extrêmement rares. Disons les choses. Parfois, c'est un associé d'une entreprise arménienne qui prend les enfants de cette famille à sa charge, mais qui va plus tard les islamiser. Ça devient les grands-mères ou les grands-pères. Hein. Voilà la réalité, pour des intérêts économiques concrets. Mais tant mieux, il l'a sauvé. Ou un enfant enlevé qui devient esclave, berger d'une famille kurde. Bon, dans un cas, et donc qui est une matière économique, et de l'autre, un enfant qui va être véritablement adopté par une famille kurdophone ou turcophone, qui va être aimé, mais qui va être aussi islamisé. Vous voyez, donc c'est bien plus complexe qu'on l'imagine, ce phénomène. Alors, nous allons discuter quelques minutes avec Antoine Aznavourian, qui est le représentant du CDCA d'Allemagne et qui, avec beaucoup d'autres, a été un acteur depuis de longues années pour la reconnaissance par l'Allemagne du génocide arménien. Antoine Aznavourian, parev. Ուրեմն մենք փորձենք հասկանալ թե ինչպես տեղի ունեցավ եւ որ ուժերով, որոնք էին հիմնական թերագադարները այս մեր հայկական ցեղասպանության այս բանացեվի ճանաչման մեջ, qui étaient les plus grands acteurs depuis de longues années dans la reconnaissance du génocide par le Bundestag. Ուրեմն բնականաբար այս զարգացումը մեկ կամ երկու խմբավորումներու կամ հանրատներու վերակրը ճիշտ պիտի չլա, ասիկա երկարաշունչ քարոզչության աշխատանքի եւ բայկարի արդյունք է եւ հիմնակարը այս բաներուն 2005-ին եղած առաջին բանացևն է, որում մեջ թեև ցեղասպանությունը հացքը բաներած էր, հիշված էր, բայց բաշտոնաբես արդահայտությունը, որ ներիմաստային implicit կերպով ցեղասպանությունը գարդայդվեր, առաջին անգամ լալով 2005-ին բանացևի մեջ թրվեցավ։ Ուրեմն ատկից վեց շարունակվեցան մեր քաղաքական հարաբերությունները եւ զանազան գուսակցություններու հետ անհատներ, մտավորականներ եւ այլն բոլորը զորաշարժի ենթարկված էին եւ բեք չէ նաեւ մոռնալ, որ վերջին տարիներու այս քաղաքական զարգացումները մանավանդ Թուրքիո հետ հարաբերություններու երբեմն բարելավում, երբեմն սրումը հասցուցին մեզի այնպիսի ժամանակ, որ 100-ամյակին ուրեմն բոլոր գուսակցությունները Գերմանիո ուզեցին այս հարցը բանել, բսագել ծևով, ուժեղ բանացևով, բայց քաղաքականներու հարցի պատճառով հետաձգվեցավ բանացևի ընդունումը եւ մինչև վերջերս հունիս 2 համացայնություններ, խոսակցություններ դեղի ունեցան միջկուսակցական
եւ ուրեմն 101-րդ տարին է որ մենք այդ փանացեվը ունեցանք։ Donc c'est un travail de longue date et il ne faut pas considérer que c'est un travail d'une ou deux personnes ou d'une ou deux parties, c'est tous les Arméniens qui y ont contribué. Et 2015 c'était la grande année, 2005 était la grande année pour nous parce qu'il y a eu cette résolution qui ne parlait pas de génocide mais qui en parlait en réalité d'une manière implicite. Et depuis 2005, il y a un travail de relation avec toutes les forces politiques du pays, un travail relationnel, un travail politique pour aboutir. Évidemment, la question des réfugiés a retardé cette résolution. 2015, c'était l'année où elle devait être votée, mais finalement, c'est dans l'année 101e du génocide que nous y avons abouti. Երկու խոսք քվեարկության մասին մենք տեսանք, որ Բունդեստագը լեցուն էր, ի դարբերություն Ֆրանսիայի խորհրդարանին, որ ավելի քիչ թիվով մարդիկ քվեարկեցին, բայց բոլոր կողմերը քվեարկեցին, եւ մեկ հոգի ընդամենը թեմեր, մեկ հոգի ծերմբահ մնաց, ինչպես բացատրել այս մեկ հոգի ներկայությունը կամ ինչու այսպես բոլորը ներկային, ինչ պատահեցավ գերմանական հասարակության կամ քաղաքական մտքի մեջ, որ բոլորը նվիրվեցան, այսպես ասած, այս Panatsevi քվեարկման։ Այո, ուրեմն նախ այս Panatsevi. Donc comment se fait-il que toute la classe politique allemande a contribué à cette résolution? On a vu que la présence d'une députée qui a voté contre, d'un autre député qui s'est abstenu, donc tout le monde était impliqué dans cette résolution. Ուրեմն այդ մեկ ներկայացուցիչը որ թեմեր բնականաբար կարելի է շատ մեկնաբանություններ բանել, գրնա անձնական գարզիկը լալ, գրնա այլ ուժերու ասենք հետ իր հարաբերությունները գրնան լալ, չենք ուզեր հիմա դիգա բանի քննարկման նյութ դարձնել, որտեղ այդքան գենսական չէ, մեկ օքի է, մեկ օքիալ թեմ է, երևի համացան չէր, բայց չեր ուզեր նաև թեմ քվեարկել, բայց հիմնական հետաքրքրական է որ ցախերը, որոնք առանցին Panatsevi առաջարկով մեջտեղ եկած էին, երբ իրենց Panatsevi չանցավ, իրենք լրիվ միացան վերջին ընդունված Panatsevi-ի նպաստ։ Եվ ադիգա ուրեմն դվավ այն արդյունքը, որ ամբողջ Panatsevi եղած է միջկուսակցական միացայնորեն առնված Panatsevi։ Donc cette députée, bon, il faut pas accorder beaucoup d'importance parce qu'elle peut avoir ses raisons, ses influences, etc. Mais ça ne représente pas une grande influence pour s'y attarder. Mais ce qui est intéressant à signaler, c'est que la gauche avait une résolution différente de celle qui a été votée. Et au moment où cette résolution, ce texte de la gauche a été refusé, toute la gauche s'est alignée sur la résolution qui vient d'être votée et ce qui a permis une coalition la plus large possible, complète autour de ce texte. Oui. Մենք կուզենք նաև խոսիլ Ջեմ Օզդեմիրի մասին։ Հասկացանք, որ ինքը հիմնական տերակատարներեն մեկն է, դերևս պետք է ասել հիմնականը, ինչ կարելի է ասել այս մարդու կենսակրության եւ կերպարի մասին։ Que peut-on dire de Ջեմ Özderim qui est l'acteur probablement principal dans cette question qui est d'origine turque? Que peut-on dire de cet homme? Ուրեմն Ջեմ Özdemirը իր գենսակրական քիզերեն մեկը մատնանշելու համար ինքը թրքասկի է եւ ավելի ճիշտը չերքեզ ցակում ունի եւ ինքը առաջին իսկորեն միշտ եղած է հայերու բարեկամ եւ Զանազան արիտներով իր համագրությունը հայտնած է հայ թրքական մերսեցման աշխատանքին եւ հաջող հայցելած է մեր առաջնորդարանը, եկեղեցին եւ միշտ ցույց տված է, որ ինքը հայերու բարեկամ է։ Մինչեւ 2005 իր քիզը ցեղասպանության հարցի նկատմամբ եղած է այն, ինչ որ այսօր Baron Steinmeier մեր հրդակին նախարարը գեդաբնթե, այսինքն թուրքերու եւ հայերու մերսեցումը ցեղասպանություն հրացքի ընդունելով չէ որ պիտի բարելավի, արիտանք թուրքերուն
որովհետեւ իրենք ալ փոխվին եւ մոդենան հայերուն եւ մենք փորձենք ներսեն այդ բանը մերսեցումը խթանել։ Ուրեմն վերջին շրջանին ինք եկավ այն եզրակացության, որ այդ բարոն Էրդողանի քաղաքականությունը մեզի տվավ այն համոզումը, որ այդ քաղաքականությունը մերսեցման գերմանական հին մոդելը ոչ մեկ արդյունք կուտա եւ ընդհանրակը ժամանակ կորցնելու գծարայ է, այսինքն հերկումի քաղաքականության շարունակություն։ Ուրեմն եւ անշուշտ Թուրքիո գոմե իր անցի նկատմամբ եղած զանազան հարցակումները պատճառ դարձան, որ ան իր գեցվածքը ավելի փյուրացնե, ավելի հստակացնե եւ ասե ոչ այս հարցը ցեղասպանությունը պետք է միանշանակ ընդունվի եւ Թուրքիո մենք պետք է ասենք որ Գերմանիան իր պատասխանատվության վրա է, ինք շատ լավ գիտակցի իր հանցանքին, ցեղասպանություն է եղած եւ գխնդրենք կբանջենք Թուրքիային, որ ինքն ալ նույնը է։ Ուրեմն այս ընթացքն է որ եւ իր մոդիկությունը հանգուցյալ հրանտինքի հետ, բավական մոդիկ բարեկամներ էին եւ այդ բոլոր ուրեմն իր մեջ կարծեք այսպես հրաշրջում առաջացած է եւ ուրեմն ինք եղած է կարելի է ասել գլխավոր ջարդարաբեդը այս վերջին փանացևին եւ իր չանկերով է որ եւ նախաձեռնություններով է որ բոլոր գուսակցությունները միասնաբար ցերնարգեցին այս փանացևի կոյացման։ Donc Cem Özdemir est turc, d'origine turque, circassienne. Il est ami des Arméniens depuis de longues dates. Il a toujours pensé qu'il fallait œuvrer pour le rapprochement entre les deux peuples, entre les deux pays. Il a souvent visité les institutions arméniennes en Allemagne, l'église arménienne. Et jusqu'en 2015, il avait une vision qui était proche de celle de l'actuel ministre des Affaires étrangères, à savoir Steinmeier, une politique de rapprochement entre les deux pays et les deux peuples arméniens et turcs, mais sans que la reconnaissance du génocide en soit une condition, en pensant que ça n'est qu'après qu'il faut travailler de l'intérieur pour amener les Turcs à une sorte vers une reconnaissance du génocide. Mais la politique de Recep Tayyip Erdogan a changé Cem Özdemir et il a considéré finalement que cet homme cherchait à gagner du temps. Donc toute cette affaire était une question justement de perte de temps et il ne fallait plus perdre de temps et aller vers stopper ce négationnisme de l'État turc. Donc, en plus, il a été attaqué par des Turcs, ce qui l'a renforcé dans ses positions, dans sa détermination. Donc, il faut dire que l'Allemagne, c'était son avis, est consciente de l'importance de ces pages, de cette période de l'histoire. Elle prend ses responsabilités. Donc, la Turquie elle-même doit prendre ses responsabilités. Antoine Navorian nous rappelle que Cem Özdemir était un proche ami de Hrant Dink et donc on peut considérer qu'il a été le principal architecte de cette résolution et c'est grâce à son travail et ses efforts qu'il y a eu possibilité d'avoir une coalition aussi large que celle qu'on a vue autour de cette résolution. Բնականաբար այսօր գերմանահայերը հբարդ են, ինչպես մենք հաջող այդ հբարդության զգացում ունենք Ֆրանսայի մեջ, երբ նման դիպ հաղթանակներու կհասնենք, հաջորդ քայլը որն է, հատկապես որ այս տեքստի մեջ գխոսվի Բունդեստագի ցանկության մասին, կառավարության դրված հղումներ կատարելով, թե պետք է ֆինանսավորել, պետք է օգնել պատմագրական աշխատանքը, կրթական միջավայրի մեջ խոսիլ ցեղասպանության մասին, բահբանել հայկական մշակութային գոտորները եւ այլն եւ այլն։ Որն է հաջորդ քայլը? Quelle est l'étape suivante en Allemagne pour les Arméniens? Ուրեմն մեզի համար այս բանացևը աշխատանքային նոր շեշտավորումներ գտնե այն իմաստով որ հոն հիշված է բանացևի մեջ որ հայոց ցեղասպանությունը եւ այդ գործընթացը ճանաչման հայ ինքնության կարևոր մասնիկները մեկն է Եվ ասիկա նոր հաստատումն է բանի մեջ, բանասևի մեջ, ինչ որ կնշանակե, որ
որևէ աշխատանք, որ ցեղասպանության ճանաչման եւ հրաբարականացման գծարայե, ադի նաեւ կարելի է վերակրել մեր ինքնության բահբանման եւ միացնելով Փանասեվի մեջ հիշված այլ առաջարկներուն, որ Գերմանիո Բունդեստագը գոչ կուղե Գերմանիո կառավարության, որ հայկական ցեղասպանությունը եւ Գերմանիո հանցակցությունը հրաբարագային քննարկումներու, փած քննարկումներու նյութ դարձնեն եւ այդ բոլոր գործընթացի մեջ նյութական կարելիություններ եւ միջոցներ պիտի դրամատրվին բոլոր այն գիտնականներուն, քաղաքացիական գազམ་ագերություններուն, որոնք կնպաստեն այդ գործընթացին։ Ուրեմն մեզի համար այստեղ մեծ կորցմը բանգլա գբարզվի եւ որուն համար անշուշտ Գերմանահայ քաղաքը պետք է համապատասխան գազམ་ագերբական բարելավումներ արձանագրի, որովհետեւ այսօր հայ գերմանական քաղաքը դակավին նախանցելի գազམ་ագերբվածությունը ունի, որովհետեւ այդ բոլոր աշխատանքները կարենա հաջող կերպով դիմակայել։ Բայց վստահ եմ, որ ինքնին պիտի վերագազམ་ագերբե եւ այդ նետված ցերնոցը քրական իմաստով պիտի վերցնե եւ օգտվի ցեղասպանությունը շատ ավելի ուժեղ կերպով մարդոց ոչ թե միայն հոգիներու մեջ, այլ նաև ուղեղներու մեջ տեղավորելու։ Շնորհակալություն Անտո Ազնավուրյան, հիշեցնեմ, որ դուք Գերմանիայի հայտարարի հանձնախումբի ներկայացուցիչ եք։ Շնորհակալություն։ Donc, finalement, que reste-t-il à faire? La réponse est que cette résolution nous ouvre des chantiers énormes. Cette résolution indique que la reconnaissance du génocide arménien contribue au renforcement de l'identité arménienne et donc toute recherche et toute action en ce sens renforce automatiquement cette identité arménienne à travers le génocide également, et des débats publics vont s'ouvrir avec financement des scientifiques, des acteurs de la société civile qui œuvreront dans cette direction, mais la communauté arménienne d'Allemagne n'est pas aujourd'hui aussi bien organisée et doit travailler sur elle-même pour justement s'organiser pour prendre ces défis en main. Voilà donc ce que le représentant du CDCA d'Allemagne, Anto Aznavourian, nous disait. C'est vrai, il y a des chantiers qui s'ouvrent. Oui, mais surtout pour des gens comme vous, des scientifiques. Oui, mais il y a de jeunes chercheurs en Allemagne. Il faut juste que ces militants politiques fassent un petit effort pour se rapprocher d'eux, qu'ils aient un peu d'ouverture d'esprit, qu'ils acceptent aussi, ça c'est une culture, de voir ces chercheurs travailler de manière indépendante, voilà quoi, et de les encourager. Bon. Les mots de la conclusion, Harut Mardi-Rossian. Moi, je dirais qu'effectivement, comme en France, où il reste encore énormément de choses à faire, l'Allemagne vient de franchir un pas important. Je dirais que c'est un coin qui est de plus, qui est enfoncé contre le négationnisme de la Turquie. Le prochain coin qui sera enfoncé aura lieu du 24 au 26 juin avec la visite du pape en Arménie, qui va être un événement là aussi considérable, et que petit à petit, cette démarche de la cause arménienne vers non seulement la reconnaissance, mais la prise en compte des droits du peuple arménien, qui va bien au-delà de la reconnaissance, ce chemin-là, il est maintenant tracé, ouvert. Ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer, ça veut dire qu'au contraire, nous avons encore plus de responsabilités et encore plus de travail à faire. Le mot de la fin à la Toranian. Bien grande responsabilité. Qu'est-ce qu'on peut... Je suis évidemment d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il faut pas oublier dans toute cette affaire la diplomatie arménienne qu'on n'a pas citée et qui a joué quand même un rôle dans cette affaire et qui sera probablement amené à jouer un rôle également pour les développements en Angleterre ou aux États-Unis. Il y a un nom qui a été cité qui m'a fait plaisir, c'est celui de Hrant Dink. Qui avait été à une époque brocardé par les milieux extrêmement nationalistes arméniens et dont on voit aujourd'hui que c'est la filière dans les mouvements
turc, intellectuel turc, qui est à la manœuvre et qui fait bouger les lignes, non seulement en Turquie, mais dans toute une série de pays, donc en particulier en Allemagne. J'ai une pensée pour lui parce que Randik m'avait dit, une des dernières fois où je l'avais vu, quand on avait organisé ce meeting débat à la mairie du 9e ensemble, c'était juste quelques mois avant sa mort, qu'il fallait faire attention, qu'il ne fallait pas mépriser les Verts, et on était à l'époque en bataille avec les Verts, en particulier les Verts français. Il m'avait dit que les Verts allemands c'était autre chose, et qu'il fallait faire attention et être vigilant à cela. Et effectivement, ce qu'on a pu observer il y a 2 jours, c'est un peu la traduction de cette pensée-là. Donc je voulais aussi rendre un petit hommage au travail qu'il avait fait et dont on n'en parle pas souvent. Parce oui, mais on voit quand même l'impact qui a quand même produit énormément de résultats, que ce soit en Turquie, maintenant en Allemagne et dans bien d'autres pays. Merci à vous tous. Vous avez évoqué à la Toranian la diplomatie arménienne. Anto Aznavourian nous le disait, et on parlait durant cette semaine, il me disait que toutes les forces et l'ambassade d'Arménie en Allemagne a travaillé énormément, et une pensée pour Van Ovanessian qui était allé justement en Allemagne pour mettre en exergue un peu la mobilisation autour de cette question, et malheureusement il n'a pas vu le résultat de ce travail. Pour rendre hommage à Van Ovanessian. Merci à vous tous, merci de nous avoir suivis, et à la semaine prochaine. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.